gardez en tête que je vous présente ici, il y a beaucoup d'autres résultats, d'autres tests qui ont été faits derrière qu'on ne présente pas aujourd'hui, mais auxquels vous aurez accès. Donc, pourquoi on s'intéresse à la taille des classes? Pourquoi on pense que la taille des classes pourrait avoir un impact? Mais intuitivement, on s'imagine que la taille des classes mène à une gestion simplifiée de la classe. Donc, évidemment, si on a moins d'étudiants, ça devient plus simple de gérer la classe. Puis, éventuellement, ça nous donne un temps d'instruction plus grand. Donc, on est plus à même de passer la matière qu'on doit délivrer aux étudiants. Donc, on est plus à même de les accompagner, de leur donner un suivi personnalisé. Donc, il y a eu quelques évidences dans la littérature qui ont montré effectivement que quand on avait moins d'étudiants, on avait un temps de dérangement qui était moins grand, donc on était plus à même d'aider les étudiants. Il y a aussi un modèle qui a été écrit par Lazier qui étudie de manière plus théorique l'impact de la taille des classes. Et c'est à partir de ce modèle-là qu'on s'est intéressé à la taille des classes, puis on s'est dit, dans le modèle de Lazier, il y a un aspect qui est non linéaire à l'effet de la taille des classes sur la réussite des étudiants. Donc, en général, vous allez voir, je vais vous présenter la littérature en premier. Les effets qui sont quantifiés, souvent, c'est des effets moyens. Donc, on mesure l'impact moyen d'une réduction de la taille des classes. Mais en fait, quand on regarde le modèle de Lazier, il y a beaucoup d'évidences qui nous suggèrent que l'effet n'est probablement pas le même si on réduit la taille des classes à différents points de la distribution de la taille des classes. Donc, c'est vers là qu'on s'est en allé avec nos travaux. Mais en premier lieu, je vais vous présenter l'état des lieux, où en est la littérature aujourd'hui par rapport à l'impact de la taille des classes sur la réussite des étudiants. Et après, je vais vous présenter le travail que nous avons fait. Donc, la taille des classes dans la littérature, c'est un grand débat qui est représenté d'un côté par Kruger et de l'autre côté par Anoushek. En gros, pour résumer un peu le débat qui a lieu, là, Kruger et Anoushek conclut que la taille des classes n'est pas un intrant important dans la production de la réussite des étudiants. Donc, il conclut que la taille des classes n'est pas importante. Donc, on peut l'augmenter. Les effets sont minimes sur la réussite des étudiants. Kruger, de l'autre côté, conclut plutôt que, selon les études de haute qualité, on peut penser que la taille des classes a un impact positif sur la réussite des étudiants, c'est-à-dire que diminuer la taille des classes aide les étudiants à mieux réussir. Le débat qui a lieu, c'est aussi les études auxquelles réfèrent les deux côtés ne sont pas les mêmes. Donc, d'un côté, Kruger s'intéresse beaucoup aux études qui utilisent des approches qu'on appelle des approches causales, des approches qui essayent d'identifier un lien de causalité entre la taille des classes et la réussite éducative, tandis qu'Anoushek, oui, va regarder ces études-là, mais va aussi inclure dans ses analyses tout un paquet d'études qui regardent plutôt la corrélation entre la taille des classes et la réussite éducative. Or, on sait très bien que, par exemple, si des enfants ont plus de difficultés, bien, il est probable qu'on les mette peut-être dans une classe plus petite. Et si les enfants ont plus de facilité, bien, on va avoir des tailles de classe plus grandes. Donc, si on faisait simplement la corrélation entre les deux, on trouverait que plus la taille des classes diminue, plus la réussite éducative est mauvaise. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on a assigné les étudiants qui avaient plus de difficultés dans les plus petites classes pour commencer. Donc, la relation va dans l'autre sens. Donc, quand on fait seulement des analyses de corrélation, on ne sait pas quelle direction de la relation on est en train d'identifier. On ne sait pas si on est en train d'identifier l'impact des étudiants sur la taille des classes ou l'impact de la taille des classes sur les étudiants. Donc, Kruger, lui, va s'intéresser vraiment juste à une portion de la littérature qui prend ce problème qu'on appelle un problème d'endogénéité en considération et qui s'assure ou qui essaie de s'assurer d'identifier l'impact de la taille des classes sur les étudiants et pas l'inverse ou le combo des deux. Donc, moi, je vais me concentrer surtout sur les études que Kruger a recensées et celles qui sont venues par la suite, étant donné les approches qui sont choisies, qui sont, selon nous, plus appropriées pour identifier l'impact de la taille des classes. Donc, qu'est-ce qu'on sait quand on se penche sur les études qui essaient vraiment d'identifier un lien de causalité? Donc, il y a deux camps. Il y a deux camps, c'est pas deux camps, là. Il y a deux volets à cette littérature-là. Il y a un premier volet qui utilise les expériences. Donc, il y a eu des expériences dont la plus connue est l'expérience qu'on appelle STAR. Donc, c'est vraiment des expériences où on a assigné de manière aléatoire les étudiants à différentes tailles de classe. Et il y a aussi une autre approche qui utilise des réformes ou des changements dans les règles de taille des classes qui génèrent des sauts dans la distribution de la taille des classes. Donc, je vais commencer par les expériences, puis je vais vous parler des autres études après. Donc, l'expérience la plus connue, c'est l'expérience STAR qui a eu lieu au Tennessee
Dans les années 85 à 89, on avait assigné les enfants de manière aléatoire en maternelle en 1985 à des tailles de classes différentes. Il y avait 3 choix. Le premier choix, c'était des classes en moyenne de 13 à 17 étudiants. Le deuxième choix, c'était 22 à 25 étudiants. Et le troisième choix, c'était 22 à 25, mais avec une aide. Donc, il y avait un enseignant plus une aide dans la classe. Donc, les étudiants étaient assignés de manière aléatoire en maternelle et gardaient la même taille de classe jusqu'en troisième année. Donc, le traitement a duré 4 ans. Qu'on retrouve dans la littérature, c'est que cette assignation-là aléatoire qui avait été faite, donc les étudiants qui étaient dans un groupe étaient tout à fait comparables aux étudiants qui étaient assignés dans l'autre groupe, donc ça avait été fait de manière aléatoire. On retrouve une amélioration des scores, des résultats des étudiants aux tests standardisés. Donc, les effets sont quand même assez grands. Là, on voit ici 0,13 à 0,27 écart type, sachant que la différence entre la taille des classes d'un groupe à l'autre était en moyenne de 7 à 10, dépendamment des niveaux, là, si on était en maternelle, première, deuxième, troisième année. Donc, pour un saut de 7 à 10 étudiants en moyenne, on avait un effet sur les résultats des étudiants de 0,13 à 0,27 écart type, donc c'est quand même pas négligeable. Mais il y a eu après ça d'autres études qui ont été faites où on a remarqué que les avantages étaient plus marqués dans certains groupes. Donc, par exemple, chez les étudiants défavorisés, l'effet était plus marqué. Puis, on a utilisé dans ces études-là pour identifier les étudiants défavorisés s'ils avaient droit ou non à un lunch gratuit. Donc, aux États-Unis, il y a cette pratique-là où quand on a un revenu plus faible, on peut avoir accès à un lunch gratuit. Donc, c'était le marqueur pour identifier les étudiants de milieux défavorisés. On a aussi remarqué que les étudiants, parmi tout ça, là, les étudiants qui étaient moyens à forts, avaient un bénéfice plus grand que les étudiants qui étaient vraiment au bas de la distribution. Donc, malheureusement, ça n'aidait pas nécessairement les étudiants vraiment les plus à risque, si on veut. Ici, il y a une petite erreur. L'avantage pour les plus expérimentés, c'est l'avantage était plus marqué quand les enfants étaient dans des classes dont l'enseignant avait une expérience plus grande. Donc, il y avait un lien entre la performance de cette intervention-là et l'expérience du professeur. Donc, plus l'expérience du professeur était élevée, plus le bénéfice de la réduction de la taille des classes était grand. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été faits par Chetty, qui est très connu partout pour plein de choses, qui a regardé l'impact de cette intervention-là à long terme. Donc, il ne s'est pas concentré seulement sur ce qui se passait à court terme, il a regardé ce qui s'était passé avec ces jeunes-là, sachant qu'on les observait en 85-89, là, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. Et donc, il a remarqué que ceux qui avaient été assignés à la taille des classes plus petites étaient aussi plus sujets à poursuivre leurs études universitaires. Donc, c'est quand même pas rien les évidences qui émanent de STAR. Elles suggèrent qu'il y a quand même un bénéfice potentiel à la réduction de la taille des classes, mais vous voyez que c'est pas la réduction est dans une certaine zone. Puis ça, j'aimerais attirer votre attention là-dessus quand vous lisez la littérature sur la taille des classes. C'est-à-dire que l'impact est de 22 à 25 qui passe de 13 à 17. Ça serait peut-être pas la même chose si on était à 40-45 puis on réduisait à 35 à 40. Donc, c'est important de garder en tête le traitement quand on regarde les effets. Donc, on ne peut pas inférer de ça que si on réduisait les classes de 30 à 25, on aurait le même effet que quand on les réduit de 22 à 13. Donc, juste garder ça en tête. Donc, l'autre branche de la littérature, c'est celle qui utilise des règles administratives, donc des variations dans les règles administratives pour identifier l'impact de la taille des classes. Donc, l'idée derrière ça, puis je vais vous montrer un graphique tantôt qui va mieux vous l'expliquer, là, mais l'idée derrière ça, c'est que on a ça au Québec, c'est ça qu'on va utiliser pour faire notre travail, c'est qu'on a des maximums, on a des moyennes cibles, puis on a des maximums par classe. Puis ces maximums-là par classe génèrent des sauts dans la distribution de la taille des classes. Donc, quand on frappe un certain nombre d'élèves, on est obligé de diviser le nombre d'élèves en 2 groupes. Donc, par exemple, si je vous parle de l'étude de Maimonides, qui était la première étude de cette branche-là, qui a eu lieu en Israël par Ingrid Selavi, c'était en Israël. En Israël, la taille des classes ne peut pas excéder 40 étudiants. Donc, si on a une cohorte de 40 étudiants, on a une classe. Si on a une cohorte de 41 étudiants, on divise les 41 en 2 et on se retrouve avec 2 classes. Donc, on va tout de suite un saut de 40 à peu près 20,5 étudiants. Donc, ça crée un saut dans la distribution de la taille des classes et ça remonte comme ça doucement jusqu'à 80. À 80, on a 2 classes de 40. À 81, on redivise en 3 et ainsi de suite. Et puis, c'est cette variation-là qui est liée au nombre d'étudiants inscrits qui a été exploitée par Ingrid Selavi en premier pour
regarder l'impact de la taille des classes. Donc, eux, ils ont trouvé un effet qui était positif et qui était comparable à STIR quand on comparait des effets, parce qu'eux, ils mesurent un effet d'une variation de 1 étudiant, mais quand ils multiplient par 8 pour arriver aux mêmes variations que STIR, ils arrivent un peu dans les mêmes eaux. Il y a eu plusieurs autres études qui ont été faites. Je ne vais pas aller en détail là, parce qu'on va manquer de temps, mais je vous invite à lire le chapitre dans le Québec économique. Donc, au Québec, où on se trouve, je ne peux pas m'éloigner, hein. Donc, juste pour vous dire, au Québec, au primaire, la taille des classes, la moyenne cible est légèrement en dessous de la moyenne cible dans l'OCDE, tandis qu'au secondaire, notre moyenne cible est plus élevée que la moyenne cible de l'OCDE. Donc, on a vraiment mis nos efforts dans la réduction de la taille des classes, surtout au primaire, par rapport à l'OCDE. Donc, si je vous parle maintenant de ce que nous, on a fait, on a exploité les données de l'ECDEM. C'est l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Cette enquête-là, en fait, est quasiment une base de données administrative parce qu'on a 80% des étudiants de maternelle en 2011-2012 qui se retrouvent dans la base de données. C'est une enquête qui a été faite auprès des enseignants. Donc, les enseignants répondaient à un questionnaire en ligne sur chaque étudiant. Il y avait au-dessus de 104 questions par étudiant et qui nous donnaient, à partir des 104 questions, ils ont été capables de construire différentes mesures et dont des mesures de développement, donc développement cognitif, langagier, compétences sociales, maturité affective, habileté de communication et santé physique. Ces mesures-là avaient été développées à l'Université de McMaster. Elles ont été testées pour voir leur pouvoir prédictif à long terme et on voit des liens très forts avec la réussite éducative à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Donc, c'est une mesure qui a ses limites, on peut en parler après, mais qui est quand même une mesure qu'on peut juger fiable. Pour notre étude, on a fait une restriction. On a pris seulement le réseau public, sachant que les écoles secondaires sont toutes secondaires, les écoles privées. Les écoles privées ne sont pas soumises aux mêmes règles que les écoles publiques. Donc, les écoles privées peuvent avoir des classes de 35, il n'y a pas de problème, tandis que les écoles publiques doivent respecter les règles du gouvernement. Puis nous, c'est cette règle-là qu'on va exploiter. Donc, on se concentre sur le réseau public et on se concentre sur les classes de maternelle non mixtes, là, parce que dans les régions, là, ça arrive des fois que tu as une classe de maternelle avec une classe de première année et ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec plus de 58 000 élèves, donc c'est une grosse base de données. On a beaucoup de détails dans plus de 3 000 classes à travers le Québec. Donc, de quoi a l'air la distribution de la taille des classes au Québec en maternelle? La voici. Donc, vous voyez, évidemment, ça se concentre autour de 18, 19, 20. Qui est la moyenne cible. La moyenne cible est à 18, le maximum est à 20 en maternelle. On voit qu'il y a du dépassement. C'est possible, mais c'est assez rare, comme vous pouvez le voir. Là, après 20, on a tout de suite un saut assez drastique. La moyenne à travers le Québec est à 17,5 étudiants par classe. Donc, on est en dessous de la moyenne cible qui est visée, qui est de 18 étudiants par classe. Donc, c'est à partir de ces données-là, donc vous voyez que quand moi, je vais inférer un effet de la taille des classes, je suis dans cette zone-là, donc entre 10 et 21 étudiants. Donc, les effets que je mesure, c'est pour des variations entre 10 et 21 étudiants. Je ne peux pas vous parler de ce qui se passerait si on faisait des modifications entre 40 et 41. Donc, important à garder en tête. Donc, si on regarde seulement les résultats bruts, il n'y a aucune régression là, qui est faite là-dedans, c'est vraiment les résultats bruts où on met les 4 mesures de développement avec la taille des classes. On a standardisé les mesures de développement à une moyenne de 0, un écart type de 1 pour faciliter l'interprétation. Donc, vous voyez que déjà, quand on regarde comme ça, vite, juste de manière descriptive, il semble y avoir un lien non linéaire entre la taille des classes et la réussite des étudiants. Donc, on voit que plus la taille des classes est petite, plus le résultat est élevé, mais à la fin, ça commence à remonter de l'autre côté. Donc, c'est cette non-linéarité-là qu'on va essayer d'aller chercher dans notre modèle. Donc, la règle là, dont je vous parlais tantôt, j'aimerais ça m'éloigner. La règle dont je vous parlais tantôt, c'est ça. Ce que vous voyez en pointillé ici, là, c'est ce que prédit la règle. Ah oui, OK, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. OK. Donc, la règle, ça, c'est la règle en pointillé, ça, c'est la règle au Québec. Dans le fond, vous voyez, selon le nombre d'élèves inscrits en maternelle, ça va générer différentes tailles de classe. Donc, évidemment, si on a juste 10 élèves inscrits, la taille des classes, ça va être 10. Mais quand on approche du 20, plus on approche du 20, plus la taille des classes augmente. Quand on arrive à 20, puis on passe à 21, oups, la taille des classes moyennes dans l'école diminue énormément. Donc, la classe est divisée en deux. Et ainsi de suite. Quand on arrive à 40, on a 2 classes de 20.
on arrive à 41, on se retrouve avec 3 classes d'un peu moins de 15 étudiants. Et ainsi de suite. Ce que vous voyez en pointillé, c'est ce que prédit la règle. Ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'on observe dans les données de l'examen. Donc, vous voyez que quand même, on est très bon à respecter la règle qu'on nous a donnée. Donc, en général, là, on suit très, très bien. C'est sûr, ici, il y a du bruit, là, mais il y a de moins en moins d'écoles qui sont à ce niveau-là. Donc, si on fait une régression simple, donc regardez premièrement juste ces deux colonnes-là. Ici, je fais comme si je ne prenais pas en considération l'endogénéité de la taille des classes. Donc, je fais juste régresser la taille des classes sur le résultat des étudiants, puis j'oublie que peut-être que la relation va dans le sens inverse. Et ici, j'ai mes 4 mesures de développement. Ici, on voit que si j'ai aucune variable de contrôle, ben, en fait, on trouve que plus la taille des classes augmente, plus le résultat des étudiants augmente. C'est ce dont je vous parlais tantôt, c'est qu'il y a quand même une forme d'endogénéité dans l'assignation des étudiants à différentes tailles de classe. Même chose pour compétences sociales, même chose pour maturité affective, même chose pour habilité de communication. Quand j'ai introduit mes contrôles, mes variables de contrôle ici, on en a tout un paquet, là, je ne vais pas les lister. Ben, on voit que je suis capable de corriger un peu ce biais-là qui est créé par la méthode. Donc là, les signes se renversent dans certains cas, deviennent un peu significatifs, mais ce n'est pas super concluant. Donc, je passe à la prochaine étape qui est d'utiliser la méthode Ingris et Lavie et d'utiliser la règle. Donc, c'est une approche qu'on appelle une approche de variable instrumentale. Donc, la variable instrumentale, qui est la règle, va générer des variations dans la taille des classes et ces variations-là vont être exploitées pour estimer l'impact sur les 4 mesures de développement. Et là, on voit que ça change quand même pas mal le portrait. Donc, on a un impact négatif sur le développement cognitif. Ce que ça veut dire, c'est que plus j'augmente ma taille des classes, plus mon développement cognitif diminue. Là, cet effet-là, vous êtes comme, vous, c'est vraiment petit, 0.014. C'est en ligne avec ce que Ingris et Lavie avaient trouvé. Ce qu'il faut se rappeler, c'est ici, on est à une variation d'un étudiant. Quand on comparait, par exemple, avec STAR, la moyenne de la variation, c'était 10. Donc, vous devez multiplier ce chiffre-là par 10 pour arriver à des coefficients comparables à ceux que je vous ai présentés tantôt par rapport à STAR. Donc, on est à 0.14. Tantôt, quand je vous parlais des résultats de STAR, on était à 0.13 à 0.27. Donc, au niveau des compétences sociales, la maturité affective, on n'a rien. Puis au niveau des habiletés de communication, on a un effet, mais qui est quand même pas mal plus petit que sur le développement cognitif. Donc, ces premiers résultats-là nous indiquent qu'on trouve quelque chose qui ressemble un peu à ce qui a été trouvé dans la littérature. Là où nous, on a amené une contribution, c'est d'aller regarder l'impact, la non-linéarité de cet effet-là, parce que ces effets-là, c'est des effets moyens. Donc, je vous présente les résultats simplifiés de notre approche. Là, je vous invite à lire le papier. Là, pour l'instant, on a fait quelque chose de vraiment simple. Tout ce qu'on a fait, on va se concentrer sur les deux colonnes à droite. On a fait le même modèle que vous aviez vu dans la colonne variable instrumentale Ivy, où on a regardé juste les petites classes et les grandes classes, puis on a mesuré l'effet moyen. Petite classe étant 15 et moins. Et vous voyez que tout l'effet qu'on a généré, là, il vient surtout des petites classes. Donc, quand on mesure l'impact de la taille des classes sur le développement des enfants, ça vient surtout des enfants qui sont déjà dans des classes de 15 enfants et moins. Donc, c'est là que l'action est. Quand on se concentre sur les grandes classes, il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas la meilleure façon de s'y prendre, là, mais ça, c'est une approche simplifiée. Si vous allez voir dans notre papier, on a un modèle quadratique là, qui reproduit un peu les mêmes résultats. Donc, vous trouvez ici que la majorité des résultats qu'on avait tantôt viennent d'ici, des enfants qui sont assignés dans des petites classes. Donc, quand les variations ont lieu en bas de 15 et moins, c'est là qu'on génère des effets positifs sur la taille des classes. Donc, ce que ça suggère, c'est que de passer de 19 à 18, ça n'a pas vraiment beaucoup d'effets, mais par exemple, passer de 15 à 14 étudiants, ça peut avoir un impact positif sur la réussite des étudiants. On a aussi regardé un peu dans le même esprit que STAR, on a essayé de trouver une mesure qui essayait de nous rapprocher des étudiants défavorisés, sachant que c'est un questionnaire rempli par les parents, par les enseignants. Donc, ils ne connaissent pas vraiment la situation socio-économique de l'enfant. Ce qu'on a plutôt fait, c'est qu'on est allé chercher les écoles dans lesquelles il y avait une prématernelle 4 ans, sachant que ces écoles-là, normalement, se situent dans des milieux défavorisés. Donc, s'il y avait une prématernelle, on considère que vous étiez plus à risque, vous étiez plus dans des milieux défavorisés. Si vous étiez dans un milieu où il n'y avait pas de prématernelle, vous êtes plutôt dans des milieux favorisés. Et vous voyez que l'effet vient surtout des écoles où il y avait une prématernelle, donc où les milieux sont plus défavorisés. OK. Donc, je continue. Conclusion, suggestion, ouais, je suis pas payée.
Donc, ce que nos résultats suggèrent, si on veut faire une politique à cumul, là, parce qu'il n'y a personne qui a voulu sortir plus d'argent, une suggestion que nous, on avait, ça serait de possiblement augmenter la taille des classes de 1 étudiant ou 2 dans les milieux plus favorisés, sachant que selon nos résultats, il n'y a pas vraiment d'impact négatif à faire ça, et la diminuer drastiquement dans les milieux défavorisés ou dans les milieux où les enfants ont plus de difficultés. La politique québécoise a un certain paramètre de défavorisation, mais si vous regardez, là, la différence, c'est de 2 étudiants. Là. Si, par exemple, en maternelle, c'est pareil, c'est 20 étudiants dans tous les milieux, mais par exemple, en première année, je ne me rappelle plus exactement, là, mais c'est peut-être 22 dans les milieux favorisés, puis 20 dans les milieux défavorisés. Donc, nous, ce qu'on suggérerait, c'est d'aller encore plus extrême que ça pour les enfants des milieux où il y a on a de la difficulté. Puis, j'en profite pour faire un peu de la politique. Je sais pas si c'est dans la salle, mais l'accès aux microdonnées de qualité au Québec, ça nous permet de faire des recherches qu'on n'est pas capable de faire autrement. L'ECDEM, ça a été un cadeau tombé du ciel, mais il reste que l'ECDEM a ses limites, là, puis c'est quand même des enfants de la maternelle, donc ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres niveaux, en première, en deuxième, en secondaire. On n'a aucune idée si les résultats qu'on a là sont aussi visibles dans d'autres niveaux scolaires. Les données qui sont en ce moment disponibles dans les commissions scolaires à travers le Québec nous permettraient de faire ça à tous les niveaux scolaires. Donc, il y a beaucoup de il y a une richesse de données qui est sous-exploitée au Québec et je fais donc mon plaidoyer pour y avoir accès. Il y a des tests standardisés qui sont comparables à travers toute la province, donc on est capable de faire des choses intéressantes et ces données-là pourraient éventuellement être fusionnées avec des données que Statistique Canada a construites. D'ailleurs, je vous invite à notre colloque le 6 avril. Le Cyrano organise un colloque sur l'éducation le 6 avril. Il va y avoir des gens du milieu académique qui vont présenter sur des thèmes de l'éducation, mais il va aussi avoir des gens de Statistique Canada qui vont venir présenter une nouvelle base de données qui lie le système d'information des études postsecondaires, donc qui est en fonction depuis 2009 et qui suit les étudiants à travers leurs études à travers tout le Canada. Donc, on a le parcours complet universitaire de l'étudiant depuis 2009 et et ces étudiants-là sont liés, ces données-là sont liées au T1. Donc, toutes les informations fiscales de l'étudiant en longitudinal jusqu'en 2015 sont disponibles. Donc, les chercheurs qui ont présenté aujourd'hui, je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient être intéressés par cette base de données-là. Donc, je vous invite à venir. Sylvie Gauthier de Statistique Canada va venir présenter la base de données. Elle va aussi amener un collaborateur qui a fait une recherche avec ces données-là pour le Nouveau-Brunswick. Et finalement, j'ai pas le temps, mais je vous invite à lire le papier de Macmillan, Robert Macmillan à l'Université de Toronto, qui regarde l'impact de la taille des classes en Californie en prenant en considération les effets d'équilibre général et qui trouve des effets encore plus importants que ce qu'on avait documenté jusqu'à présent. Voilà, j'ai fini. Merci.